suis prêt pour ça. Juste pour le forcer, là. Non? Fait que le problème, c'est le fil HDMI. Peux-tu demander d'activer mon micro? On va faire un peu d'entertainment au pire. Je vais aller dire tout d'abord. Alors, si vous observez notre body language sur la scène, vous apercevez que depuis 10 minutes, on est dans la full agilité. On est 12 personnes à regarder une personne qui a toute la pression. Merci à toi. Et après avoir essayé tout ce qui est de connecteur d'Amazon, on n'a pas réussi à mettre le signal sur l'écran pour notre prochain conférencier. Alors, Antoine Lefrançois va quand même commencer à s'adresser à vous maintenant, mesdames et messieurs. Antoine Lefrançois. Allô, bonjour tout le monde. Écoutez, c'est pas le début de présentation que j'aurais voulu. Je vais essayer de voir si je peux juste leur envoyer mon PDF au pire, puis on fera avec ça, là. Juste vous expliquer un peu pourquoi, justement, on a un problème technique en avant. J'avais prévu aujourd'hui, comme le titre de la conférence s'appelle « Comment faire un design évolutif dans un contexte legacy », je me suis dit pour justement un peu tirer dans le pied des sceptiques, qu'on n'était pas capable de faire ça. J'avais prévu de vous faire une démonstration de code directement devant vous. Malheureusement, il y a une loi pour ce genre d'événement qui nous arrive ce matin. C'est quel nom? La loi de Murphy, exactement, ou la loi de la démo curse en tant que telle. Donc là, on est justement en train de vivre ça. Puis juste avoir une adresse courriel pour laquelle je peux envoyer mes slides, ça va, au moins on va commencer avec ça. Puis sinon, de toute façon, vous allez avoir accès au code, aux versions dans la trousse, donc suite à la conférence. Je vais juste attendre un peu un signal par rapport à ça. Mais je peux quand même me présenter. Je m'appelle Antoine Lefrançois. Je suis coach et accompagnateur et formateur chez Elapse Technologies. On est une firme qui se spécialise dans justement les pratiques de l'ingénierie logicielle allant du processus agile jusqu'à justement l'architecture agile, comment faire un processus et un code de qualité en tant que tel. Oh, on a peut-être un deuxième essai avec un autre câble HDMI. Je reviens juste dans un instant. On va voir si ça fonctionne. J'ai peu d'espoir. Oui, non, peut-être. Le courriel, yes. Yes. C'est ça qui arrive quand tu essaies toujours de faire des trucs vraiment fancy puis un peu hors de la norme. C'est pour ça je vous dis pas d'innover non plus, de ne pas innover, mais d'un fois, il faut que tu sois prêt à que ça marche pas. Donc, attends, ça c'est bon. Juste de l'envoyer. Oh, puis ça va me prendre aussi un clicker si je fais juste les slides. Merci. Conférence. Merci. On va attendre que les slides arrivent dans l'écran.
avant de commencer officiellement. J'ai 2-3 questions, puis on va accélérer justement parce que je vois le temps qui file. Dans la salle, combien de personnes ont déjà travaillé dans un contexte legacy, ont eu à produire du code dans un contexte legacy? Je vois à peu près une mort de main levée, c'est génial. Combien de personnes ont adoré ça? J'ai quelques mains levées. Et boy! Ça nous donne un peu notre attitude envers ce code-là, en effet. Moi, je vais lever ma main. J'ai adoré travailler dans du code patrimonial avec un historique. J'adore ça. En fait, je suis capable de mettre mon cerveau à off et d'avoir un plaisir à travailler dans ce contexte-là. Puis là, justement, pourquoi on définit ça comme un contexte legacy? Pourquoi on travaille dans un code qu'on n'aime pas travailler? C'est quoi qui fait en sorte, c'est quoi les ingrédients que ce code-là a qui fait en sorte qu'on est comme, on ne veut pas le toucher, là. On le voit, on recule, on fait non, ne viens pas avec nous. Eh bien, c'est justement parce qu'on n'a probablement pas assez confiance. Confiance que les changements qu'on va faire, le changement de contexte dans lequel on va, de notre système qu'on va être en train de changer, va impacter. On va être en train de créer un impact qui va avoir un risque, qui va avoir une possibilité d'un échec. Puis on déteste l'échec. On déteste avoir une possibilité d'introduire des erreurs, de se faire blâmer pour quelque chose qu'on n'a pas conçu à la base. On manque un peu, oh yes! On a un peu, justement, un manque d'expertise sur le besoin, c'est quoi l'idée, c'est quoi la conception initiale de ce système-là. Donc, on veut vraiment, le toucher le plus loin possible. On le perd, on le met dans un garde-robe, on le laisse fermer, on n'y touche pas. Tout ça parce qu'on a un problème de confiance envers le système sur lequel on est en train de travailler. Puis ça fait en sorte que, justement, l'effet pervers, la conséquence de ça, c'est à chaque fois que vous ouvrez un projet, un système legacy, eh bien, on a un ralentissement. On a un ralentissement de notre vélocité, on va prendre notre temps. On va s'assurer de faire la bonne chose, on va bien y penser. Et ça va aussi nous apporter une plus grande part de risque parce que plus qu'on prend de temps, plus qu'on augmente la pression, moins qu'on livre. Moins qu'on livre, eh bien, c'est justement ça qui fait en sorte qu'on a une pression d'affaires. On veut quand même livrer des fonctionnalités, livrer pour un besoin client. Puis moi, il y a 2 choses dans la vie que je déteste. Les rencontres inutiles, puis être incapable de livrer en production. Puis dans un contexte legacy, c'est justement ça qui atteint en fait ma deuxième partie, mon deuxième hantise, être incapable de livrer en production. Et moi, je vous propose aujourd'hui, malheureusement sans code directement, de transformer notre expérience, de rendre ça plus plaisant, d'avoir moins une adversité, un goût amer quand on parle d'un système legacy, un système qui a du code à l'intérieur. Parce qu'en fait, ce système-là, eh bien, il faut le chérir. C'est la raison d'être de votre entreprise. C'est lui qui apporte la monnaie, c'est lui qui apporte la valeur, c'est lui pour qui il y a des clients qui payent, qui a une valeur business à l'intérieur. C'est votre effet différenciateur d'entreprise à l'intérieur de ce système-là. Votre patrimoine existe et il faut l'apprécier. Il faut arrêter de le dire, de le refaire, de le mettre à terre et de le reconstruire. En fait, quand je partais à la présentation, je suis actuellement justement dans des rénovations, puis je me disais, on fait souvent ça avec notre système logiciel, en fait, nos systèmes legacy. On part dans un projet de rénovation, mais on fait un extreme makeover. On bâtit, en fait, on essaie de refaire notre cuisine, puis on finit par détruire la maison au complet, puis la reconstruire from scratch. On prend notre temps pour livrer tous ces aspects-là, tandis que, justement, ce qu'on voulait faire, c'est juste changer les panneaux d'armoire, mais il faut reconstruire au complet. Parce qu'on dit, notre structure ne fonctionne plus, notre code ne fonctionne plus, on n'a plus confiance dans la structure. On n'a plus confiance à l'architecture qu'on a construite. Donc, on va tout mettre à terre et refaire une refonte complète de notre système. Mais notre besoin initial, c'était juste de changer les panneaux d'armoire de la cuisine. On est en train de, justement, faire un remodelage de notre application. Et c'est les changements d'approche, justement, qu'on doit avoir avec ce code-là, avec ces systèmes-là. On veut être en mesure d'ajouter des fonctionnalités, de livrer de la valeur pareille dans ces contextes-là. On veut être capable d'augmenter notre confiance, de faire les changements avec le risque le moins élevé. On veut réduire le nombre de changements. On va être capable de vivre avec les changements qu'on introduit dans le système. On va être capable de changer over time, de se donner cette capacité-là, tout en livrant en production. Parce que moi, pendant que je suis en train de faire ma rénovation de cuisine, si je suis en train de défaire ma maison, mon projet de rénovation de cuisine va prendre combien de temps? Eh boy! Ça va coûter combien? Surtout avec le coût des matériaux aujourd'hui, j'ai pas hâte de voir la facture. Donc, il faut prendre le dessus sur notre système legacy en allant chercher justement une méthode par étape d'apporter des changements
avec précision et ciblé sur cette approche-là. Et ça va changer grandement votre confiance et votre attitude envers ce type de système-là que vous avez aujourd'hui. J'avais prévu vous montrer du code. Malheureusement, attention, il n'y aura pas de code aujourd'hui. Le composante technique nous en empêche. Par contre, vous allez pouvoir voir dans la suite, à la fin de la présentation, vous allez avoir un lien qui va vous donner tout accès au système, au kata, aux branches, à toutes les modifications qui étaient proposées aujourd'hui. Donc, ouais. Dans le contexte, justement, je vais pouvoir vous l'expliquer un peu plus en détail comment j'ai procédé pour faire les changements. Vous allez devoir me croire sur parole. Normalement, je vous l'aurais montré. Donc, le système qu'on est en train de tester, c'était justement un système de facturation médicale. L'idée m'est venue suite à la présentation que j'ai faite l'année passée, qui était sur le Domain Driven Design. Une des questions que quelqu'un a eu suite à cette présentation-là, c'était justement comment appliquer ça dans un système où j'ai un historique de 30 ans, 25 ans d'expérience, de code, de longévité à l'intérieur de celui-ci. C'est quand même difficile, justement, de prendre ces concepts-là très haut niveau, très beaux, on va designer en fonction de notre domaine d'affaires. On va concevoir en ayant nos gens d'affaires qui soient capables de lire notre code. Oui, mais ma réalité n'est pas comme ça. Donc, aujourd'hui, ce j'avais prévu avec vous, c'était justement de faire si on a le temps, on ira se promener sur GitHub à la fin de la présentation. On devrait peut-être y avoir accès. Donc, c'est un exemple de facturation médicale. Ce n'est pas un exemple tiré de la vraie vie avec la RAMQ. La RAMQ est un système extrêmement complexe à utiliser, mais ça s'y reprenait tranquillement. Donc, le but de ce système-là, qui était legacy en tant que tel, qui a été codé difficilement de mon côté, c'était justement d'avoir une fonction. D'être capable d'aller chercher le total par la journée. Ça nous donnait une règle d'affaires qu'un médecin est payé 600 $ pour 8 heures de travail. C'est pas la réalité. C'est vraiment un système fictif très simplifié pour aller chercher. Vous allez voir, ça, c'était notre architecture de système, donc avec un diagramme C4 pour ceux qui connaissent la méthodologie de documentation, très utile. Donc, j'avais un système où, justement, c'est un API REST où les gens parlaient avec la ressource directement et allaient voir le service applicatif avec la base de données. Et je n'avais aucune manière de me découpler de ma base de données. J'étais lié physiquement avec ma base de données. Donc, mon data était ce qui conduit la logique de mon système. Si mon data change, mes règles d'affaires changent. Si ma structure de données change, mon système au complet est à réécrire, ce qui fait en sorte que faire une modification à l'intérieur de celui-ci est problématique. Donc, si j'essaye justement en tant que personne d'affaires ou justement un vecteur de changement externe comme le ministère de la Santé, qui décide d'introduire une nouvelle règle d'affaires, que maintenant, si mes médecins travaillent la fin de semaine, eh bien, ils ne sont plus payés 600 $ mais sont payés 800 $, et que justement, ils travaillent le week-end, la journée complète n'est plus 8 heures de travail, mais 6 heures de travail pour une journée complète, eh bien, il aurait fallu que je modifie mon système. Faire cette modification-là, on pourrait la faire dans le code qui est existant. On pourrait se lancer puis aller directement à l'intérieur de celui-ci. Par contre, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'on va enlever cette approche-là. On va enlever le fait d'aller dans notre code directement pour aller introduire une méthode en 4 étapes qui nous aide justement à travailler dans ce genre de système-là. Ce n'est pas une recette à appliquer, c'est vraiment une démarche, une réflexion qu'on doit avoir avec tout système legacy. Appliquer cette démarche-là, cette procédure-là, c'est le même principe que la discipline du Test-Driven Development. Donc, les rouge, vert, bleu, là, les 3 étapes pour nous permettre de faire des tests unitaires avant de coder nécessairement. Eh bien, c'est la même réflexion en arrière de cette démarche-là. On va commencer par justement découvrir le code, découvrir le système, découvrir comment notre structure est faite à l'intérieur. C'est quoi la logique d'affaires? C'est quoi nos éléments à l'intérieur? Pour ensuite aller dans un aspect de ajouter un échafaudage. Une personne de construction va toujours aller chercher une structure avant de commencer ses rénovations. Il va se mettre en place un niveau de sécurité. Si je rénove ma cuisine, la première chose que je vais faire, c'est quoi? Probablement couper l'eau et l'électricité avant de faire quoi que ce soit de manipulation dans ma cuisine. Parce que si je coupe ou si je détruis quelque chose qui touche à ces 2 composantes-là, eh bien, mon coût de rénovation vient d'augmenter grandement. Donc, je vais me mettre en place un échafaudage pour lui permettre.
Ensuite, dans un système, justement, legacy, on va viser à réduire le risque, réduire la rigidité à l'intérieur du système pour être capable, ensuite, étendre le comportement, étendre la raison d'être de mon système, faire en sorte d'être extensible over time avec cet aspect-là. Donc, ces 4 étapes sont vraiment le core aspect que vous devez, une méthodologie de travail à l'intérieur d'un système legacy. Donc, comme je vais juste les décrire un peu plus en détail, normalement, on aurait été dans le code. Si vous allez dans le repository GitHub à la fin de la présentation ou durant la journée, vous allez voir justement le processus en 4 étapes avec des changements de système à chacune des étapes. Mais allons-y avec la première, juste pour vous donner un élément, une idée de qu'est-ce que ça convient. Donc, découvrir le comportement, découvrir l'état actuel de votre système. Vous savez que dans les systèmes legacy, le code patrimonial que vous avez, il y a peu de nouveautés en tant que tel. On connaît déjà tous les outils disponibles pour travailler dans ce genre de système-là. Les livres de référence n'ont peu évolué, ça reste encore les How Working Effectively in Legacy Code de Michael Feathers. Donc, ça reste encore ces mêmes outils-là qu'on va utiliser à l'intérieur de notre système legacy. Et pour ce faire, bien, la meilleure idée, c'est de faire, au lieu d'aller lire le code pour le découvrir, parce que la lecture peut nous être difficile, on va essayer de contrôler, en fait, on va essayer de découvrir en essayant qu'est-ce qu'on contrôle, nous, les inputs et les outputs. On va essayer de faire des tests de caractérisation. Pourquoi des tests? Parce que les tests sont réutilisables, répétables, ils nous donnent une idée, ils vont nous donner une structure ensuite pour laquelle on va pouvoir se donner. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on est capable de refaire les mêmes cas, refaire les mêmes états du système, et bien on est capable de passer dans un état de peur ou qu'on ne veut pas toucher à ce système-là parce qu'on ne le comprend pas à « OK, au moins je suis capable, je détends un peu mes épaules, je commence tranquillement à comprendre qu'est-ce que mon système fait. » Et c'est ça l'idée de la découverte. Donc on va tester notre système avec des tests qui ne sont pas unitaires, des tests qui pourraient être justement un appel d'API, un test end-to-end Selenium. Je m'en fous de la portée de ce test-là. Mon idée, c'est de le documenter en tant que tel, d'avoir quelque chose, un artefact que je vais être capable de réutiliser, refaire, répéter avec le temps. Tout ça, ce qui m'amène ensuite à ajouter un échafaudage qui est justement, le but, c'est de, je vais dire étrangler, mais c'est de préciser c'est quoi mon plan d'action, comment je vais mettre en place pour mon système pour passer d'un état A vers un état B. Pour faire ça, c'est justement l'application du Strangler Pattern, donc d'étendre, d'essayer d'extirper le code tranquillement, sans le toucher actuellement. Donc, je vais mettre en place l'échafaudage, je vais mettre en place la structure qui va me permettre ensuite de le sortir avec le temps. Parce que mon idée, c'est d'avoir une précision chirurgicale dans la modification que je dois faire. Si je n'ai pas d'idée de où je m'en vais dans ma modification, eh bien, comment puis-je me faire un plan de match qui va m'amener à bonne destination? Un chirurgien, quand il commence à opérer, il va se faire un plan de chirurgie, il va faire un plan de match dans lequel il va identifier justement où il va faire, c'est quoi les procédures qu'il va utiliser, c'est quoi la structure, c'est quoi l'élément visé. Ça se peut que le plan de match ne fonctionne pas, et c'est correct. Mais au moins, on a déjà établi vers où on va cibler nos modifications, où on va cibler le comportement qu'on va changer. Donc, cet aspect-là va nous aider justement à définir une meilleure cible, une meilleure isolation des changements. Pour ensuite être capable d'utiliser nos outils d'orienté objet qu'on adore, c'est-à-dire l'abstraction et les principes solides plus T. Donc le T, c'est pour le Tell, Don't Ask, où justement notre but va être de créer une abstraction, créer un point d'extension, créer avec le réduire la rigidité en tant que telle, une malléabilité dans le système. Un point où là, je peux commencer à « Oh, OK, là, je vois que je peux introduire quelque chose. Je vois que je peux changer un élément à l'intérieur de ce système-là. » Donc, cet aspect-là de justement introduire une abstraction, respecter les principes solides, va aider grandement à étendre dans le futur la dernière étape de notre système pour justement viser la 4e étape qui est justement l'étendre, l'ajout. On veut maintenant extensionner avec le comportement qu'on a voulu. Donc ça, c'est justement, on est capable dans cette étape-là de viser à ajouter en testant. On s'est créé une structure nous permettant de faire ces éléments-là. Donc on est capable de tester unitairement tous ces éléments-là et ça nous permet de répondre aux besoins d'affaires. Je vous ai dit une chose
tout à l'heure, je déteste être incapable de déployer en production. Je suis un adepte du CI/CD, de la philosophie DevOps. Je veux toujours être capable de mettre mon système en production, peu importe les modifications que je suis en train de faire. Si je fais justement une structure, si je fais une refonte de celui-ci, non seulement je ne livre pas de la valeur rapidement, mais en plus, il faut que j'atteigne l'état final pour le livrer en production. À chacune des étapes de cette démarche, eh bien, je suis en mesure de déployer en production. La première étape, j'ai juste rajouté des tests, je n'ai pas changé le scope de mon système. Le fait de ne pas avoir introduit de changement, j'ai juste documenté, je n'ai pas changé quoi que ce soit, alors je peux déployer en production. Le fait d'avoir isolé, d'avoir retiré, d'avoir extrait, d'avoir mis des méthodes privées, des classes que je retire à l'intérieur, eh bien, ça m'aide aussi à déployer en production. Mon but n'est pas de briser mon système à ce niveau-là. C'est juste de sortir, d'étrangler certains aspects, d'extraire certains aspects pour être en mesure de ne pas changer l'état, le comportement. Donc, je peux encore déployer en production sans avoir d'impact. Quand j'ai introduit mon abstraction, quand j'ai introduit mes principes solides, je peux encore déployer en production. Je me bâtis sur le code actuel, sur le code qui est là présentement. Oups. Et justement, la dernière étape, là, j'ai introduit un nouveau changement. Donc, celui-ci, c'est mon but, c'est de l'envoyer en production le plus rapidement. C'est lui qui va avoir un élément différenciateur. C'est la raison d'être de mon changement, c'est la raison d'être du besoin que je veux répondre maintenant. Donc, je dois justement le déployer en production. Donc, ici, notre objectif avec cette approche-là en 4 étapes, c'est justement de réduire la fréquence de changement et de faire les plus petits changements avec précision à l'intérieur de notre système. Plus on est précis, moins on va introduire des changements risqués, moins on va changer le risque à l'intérieur de notre système, et c'est ça qu'on veut essayer de faire. La raison pour laquelle on a peur de toucher à nos systèmes legacy, c'est que justement, la mise en production va être risquée. À la minute qu'on va être obligé de faire des tests de régression quand on va avoir mis notre système en production. Dans mes 4 étapes, je n'ai pas changé actuellement au zéro comportement de mon système. Alors pourquoi je ferais des phases de test? La seule étape qui change, c'est la dernière. C'est quand j'arrive avec le nouveau comportement où là, justement, j'ai un nouveau système, j'ai un nouvel état, j'ai une nouvelle fonctionnalité que je vais avoir. Donc, pour vous donner plaisir de travailler avec vos systèmes legacy, c'est justement ces 4 étapes-là que je veux que vous repartiez de ma présentation. Cette démarche étapiste qui nous aide à nous structurer dans notre démarche de travail avec du code legacy. Donc, découvrir le code, ajouter un échafaudage, réduire la rigidité et étendre, extensionner le comportement comme étape finale. Ça va nous permettre de gravir la montagne tranquillement. Avant d'aller gravir l'Everest puis de changer complètement notre système, eh bien, il faut commencer avec des montagnes de notre capacité. On va commencer par monter le relais, on va commencer par se donner un air d'aller avant d'essayer des bouchées trop grandes dans une refonte complète de notre système. De nous créer nos points d'extension dans la rigidité, c'est là c'est l'élément principal, le nerf de la guerre est dans la réduction de la rigidité à l'intérieur de notre système legacy en tant que tel. J'avais un espoir de pouvoir faire une présentation de code, mais ça avait l'air que ça ne fonctionnera pas du tout. Donc, cette démarche-là, il faut l'essayer. On peut l'essayer on peut l'essayer dans plein d'aspects. On peut se mettre les mains dans notre système de production, mais avant d'y aller, ce que je vous propose, en fait, c'est de toujours y aller avec des problèmes que vous semblez d'attaque. C'est-à-dire des problèmes que vous avez le plein contrôle. Les katas peuvent vous aider aussi par rapport à ça, peuvent vous aider à mettre en place cet élément-là de discipline, de cette démarche par 4 étapes en tant que telle, parce que justement, la démarche va vous permettre de toujours être en mesure de déployer en production, même dans un contexte legacy. Et ça va réduire notre risque, réduire notre tension, réduire notre pression, de mettre en production, des changements, changer notre système over time. Ça a été plus rapide que prévu. Malheureusement, comme il n'y a pas de démonstration de code. Donc, merci pour ceux et celles qui ont assisté et à distance aussi. Et
pour tout par rapport à cette présentation-là et le contenu en tant que tel, vous avez un lien avec les slides, les références et le code. C'est un exemple qui a été fait pour justement que vous puissiez l'essayer en mode kata. Donc, vous allez avoir accès aux slides, aux éléments aussi. Sachez aussi que nous sommes en train, Labs, de travailler sur une formation pour justement attaquer ces problèmes legacy dans vos systèmes qui devrait sortir bientôt. Et sur ce, je suis prêt à ouvrir la période de questions si vous en avez. Puis merci malgré tous les problèmes techniques que nous avons vécus aujourd'hui. On a une question en ligne. En fait, on en a deux de la même personne. Donc, la première, c'est comment avoir des tests de caractérisation fiables si le comportement est dépendant des données et on n'est pas en la connaissance de cette influence? C'est une bonne question. En fait, tes tests de caractérisation, ton but n'est pas de comprendre, de toi driver le système. C'est de laisser le système te driver dans tes tests, en fait. C'est un artefact qui va être au final, à enlever dans ton système. Quand tu vas avoir enlevé la complète rigidité, tu t'es donné les armes pour attaquer ton système en tant que tel. Un jour, tes tests de caractérisation, tu n'en as plus besoin. Ton idée de driver par l'input, l'output, c'est que toi, c'est la seule partie que tu contrôles. Tu te mets dans la position que tu n'as pas besoin de comprendre le code en arrière, comment il fonctionne. Tu te mets dans la position de l'utilisateur en tant que tel. Donc, tu le documentes d'un point de vue de l'utilisateur, de ce point de vue-là. Et ça va aider à... Tu t'en fous de la stabilité de tes tests de caractérisation. Il y en a qui vont être à réécrire over time. Tu vas introduire, puis justement dans la démonstration, si vous allez sur le lien GitHub, vous allez voir que la dernière étape, une fois qu'on a changé le comportement de notre système, les tests de caractérisation échouent. Et c'est normal. On a changé l'état du système, alors les tests de caractérisation qui prenaient un snapshot au moment X de notre système, eh bien, ils ne sont plus d'actualité. Il faut que je les change ou je les enlève en tant que tels. Dans ce cas présent, on les aurait changés, mais l'idée, c'est de ne pas se fier non plus à 100% sur ces tests-là comme une vérité absolue. De travailler pour enlever la rigidité va nous permettre aussi de documenter, d'avoir une structure de nos tests qui vont nous aider pour les prochaines modifications. Tu sais, mes tests de caractérisation, il faut que je les vois comme chambranlants. Même si je me mets dans une position que c'est seulement input, output que je contrôle, que je valide, c'est sûr et certain que... Puis tu sais, ça peut être... J'ai pas besoin d'avoir un assert ou d'avoir une assertion d'un test automatisé comme je voudrais. Je peux prendre un snapshot et comparer, par exemple, des états de base de données qui fait aussi un test de caractérisation. On a tendance à se dire qu'un test de caractérisation, il faut absolument qu'il soit unitaire ou mis dans le code directement puis exécutable avec notre même stack de tests, notre même technologie de tests qu'on a dans notre système. C'est faux. Tout peut être un test de caractérisation. Une sortie console, des logs, de la journalisation, des changements de base de données, tout ça peut être justement des tests de caractérisation qu'on peut utiliser dans notre système. Ça va pour la question en ligne? Deuxième? Yes, on en a une autre qui s'est rajoutée en plus. Le concept de legacy, il me semble que c'est un libellé pour identifier un produit / du code écrit que l'on ne peut pas toucher par le fait que la connaissance pour le faire est perdue. Par exemple, une boîte noire ou un binaire sans code. Si on comprend, le libellé ne s'applique techniquement pas. C'est juste une application normale. La présentation semble avoir une définition différente de legacy. Comment faire du polymorphisme, si je l'ai dit comme faux, avec du code procédural? C'est un bon point. En fait, OK. Vous savez qu'il y a 3 paradigmes de programmation qui existent depuis les années 60-70. Procédural, fonctionnel, puis le troisième, orienté objet. C'est les 3 qui existent, il n'y en a pas d'autres. Félicitations pour ceux qui les savent. Donc, ce qui arrive avec du code procédural, en fait, et ce genre de système-là, ce genre d'approche-là, c'est valide aussi. En fait, la partie de test de caractérisation va nous permettre d'étendre notre système. Les systèmes procéduraux ont une seule tendance, en fait. Ils évoluent mal avec le temps parce qu'ils deviennent trop gros. On essaie de faire trop de logique d'affaires à l'intérieur de ces systèmes-là pour qu'est-ce qu'ils devraient normalement faire. En fait, si je vous rappelle, est-ce qu'on peut avoir les slides, s'il vous plaît? Slide. Je pensais que c'est le mot magique. Allô? Anyway, quand je revenais sur l'étape numéro 3, merci.
Donc, l'étape numéro 3, qu'on enlevait la rigidité. All right, ici. Il y a un aspect qui était marqué qui devrait nous aider aussi dans un aspect procédural, qui est les principes solides. Les principes solides ont été définis, rassemblés par Bob Martin de plusieurs autres principes qui existaient déjà dans l'industrie et sont sortis initialement pour justement les principes, pour le paradigme orienté objet. Par contre, que tu sois dans le fonctionnel, le procédural et l'orienté objet, les idéologies derrière ces principes-là s'appliquent. Et c'est ça qui fait en sorte que le procédural, à proprement dit, quand on essaye de travailler dans un système legacy procédural, qui n'est pas maintenable ou qu'on ne veut pas y toucher, qui est considéré comme une boîte noire, et là je vais dire le mot, comme le COBOL, souvent c'est qu'on a oublié justement de respecter nos principes solides en arrière. Il y a des éléments qu'on a essayé de changer à l'intérieur de notre système, qu'on s'est dit « Hey, j'ai la donnée à cet endroit-là, je vais pouvoir changer ma règle d'affaires à ce niveau-ci. » Tu sais, le procédural ne veut pas dire d'avoir une seule fonction de 8000 lignes. C'est un peu exagéré, quoique. Donc, c'est vraiment, vous pouvez diviser en fonction du contexte, en fonction de l'appelant, en fonction de la structure, de donner une seule responsabilité à votre procédure en tant que telle au lieu de faire tout à la même endroit. Et ça va faire en sorte que justement ce code-là, les principes d'extension je peux le sortir dans un autre système. Je donne l'exemple de COBOL parce que justement, c'est l'air de la guerre de bien des entreprises ici à Québec. Votre COBOL pourrait être sorti au fur et à mesure. Vous sortez une procédure, vous faites « OK, bien maintenant, cette procédure-là appelle un service externe après ça. » Je ne suis pas obligé de refaire au complet les 30 ans de vie utile de mon système COBOL pour pouvoir l'étendre, pour pouvoir le changer. Au lieu de changer, parce que... Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà programmé en COBOL? Est-ce qu'il y a encore des gens qui programment en COBOL? Ça a baissé en nombre de mains, c'est hallucinant. Pourtant, c'est justement mon point sur les règles, la valeur d'entreprise, votre fondement, l'existence même de votre entreprise réside dans ces vieux systèmes-là et on perd l'expertise avec ceux-ci avec le temps. Il ne faut pas viser à les modifier, il faut viser à s'étendre avec ces points-là et les sortir la logique d'affaires qui était à l'intérieur dans un autre système, par exemple. Donc, le côté procédural, c'est justement ça. Comment je me positionne pour je ne modifie plus, je m'en vais le changer, je m'en vais essayer de le sortir dans un autre système, un autre service, pour ne pas plugger microservice, mais un autre service qui va me permettre d'étendre ma règle d'affaires, le comportement d'affaires, et que lui, je vais pouvoir le documenter dans une techno peut-être plus récente, qui va donner la même idéologie en arrière, le même respect de la règle d'affaires que j'avais identifiée. C'est une longue parenthèse pour bien des affaires. J'espère que ça répond à la question en ligne. J'ai une autre question en ligne? Oui, c'est trippant en ligne pour les gens en ligne. Ici, comment cibler / préciser un changement sur un composant si tous les composants sont interdépendants? Hey, en ligne, vous avez vraiment des très bonnes questions. Les micros sont aussi disponibles pour les gens en salle si vous voulez poser des questions de ce même type-là. Si les composants sont super liés ensemble, comment justement introduire un changement ou introduire un point d'extension? C'est une bonne question. Ça dépend du contexte. Ça, c'est la réponse plate. Puis ça dépend de comment ça a été codé. Le but, en fait, quand toutes tes composantes sont extrêmement liées, vise un seul composant que lui, tu vas pouvoir... Tu sais, on a une règle qui dépend de plus stable que soi. En orienté objet, en structure, en programmation orientée objet, il faut qu'on dépende de plus stable que soi. Bien, si on a une suite de composantes qui sont tous interreliées, trouvons l'idée, c'est d'identifier le nœud à l'intérieur qui est le nœud final, le nœud à la fin. Là. Comment lui, là, je peux le stabiliser? Comment lui, je peux essayer de faire, OK, maintenant, je dépendais de celui-ci, je coupe mon lien de celui-ci. Puis là, je vais traverser ma chaîne au final pour essayer de déstabiliser ma chaîne. Ça, c'est une des tactiques. Il y en a plein d'autres tactiques pour travailler dans ce genre de contexte-là, mais l'idée, c'est de trouver une manière de stabiliser certaines parties de votre système. C'est quoi les parties les plus risquées? Tu sais, dans un processus agile, quand on essaie d'améliorer justement les processus de développement, les étapes de développement, notre processus vraiment de l'idéation jusqu'à la livraison en production, est-ce qu'on fait une refonte complète de ce processus-là? Ça dépend. Il y a des gens qui font oui. Malheureusement, souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est un changement à la fois.
Parce qu'on a besoin d'un temps pour expérimenter, comprendre, valider est-ce qu'on a fait vraiment une bonne répercussion avec ce changement-là. Donc, c'est un peu la même approche. Au lieu de défaire toutes les composantes one-shot, je vais essayer de me prendre soit au début, soit à la fin, puis essayer de faire un strangler pattern de ces éléments-là, mais ça va prendre... C'est des techniques qui sont différentes, puis ça dépend là, du contexte en tant que tel pour ce genre de questions-là. J'ai une question en salle, oui. Oui, bonjour. Il me semble que ce serait plus plaisant de travailler sur un système legacy si on pouvait appliquer le BDD, TDD aussi. Donc, ma question, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut appliquer le BDD et le TDD pour travailler sur le système legacy? Très bonne question. Merci. C'est justement, il y a 2 semaines, je donnais une formation sur le TDD et les tests unitaires, et c'est justement une des questions que les gens de la formation avaient. En fait, c'est un peu l'idée derrière cet aspect-là. Travailler dans faire du TDD, du BDD, du Behavior Driven Development. Puis BDD n'est pas une technique de test, là. Ça, c'est une manière de découvrir son besoin. Donc, je vais rester plus dans la phase TDD qui va toucher plus le développement, la structure, la conception à l'arrière de mon logiciel. Le fait d'être capable de faire du TDD réside dans le fait que vous êtes capable de vous bâtir sur du comportement et non pas de la donnée en tant que telle. C'est là le nerf de la guerre. Le BDD, le Behavior Driven Development, le comportement est dans le nom de l'acronyme. Il faut arrêter de penser nos systèmes. C'est ça le problème souvent avec les systèmes legacy, c'est qu'on est couplé avec une structure de données, une base de données, un élément de données en tant que tel. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le système. Pour ça qu'on parle des TI, des technologies de l'information. C'était l'information qui nous intéressait. C'est l'information qui était comme le cœur et la raison d'être de notre système. Mais il faut se départir de ce mode-là pour aller vers un mode où c'est la règle d'affaires, c'est le comportement, c'est le why en tant que tel que notre système existe, que notre comportement existe, qui va nous intéresser. C'est là, justement, que là, on va pouvoir appliquer le TDD et ces aspects-là. Puis pour faire ça, bien, ça nous prend des techniques de migration comme créer des points d'extraction, comme tous les éléments, comme la nouvelle règle d'affaires. Si vous allez dans le code en tant que tel, mon but aujourd'hui, c'était de la faire en TDD. Quand je suis capable de tester, quand je suis capable de créer des tests qui sont unitaires, basés sur le comportement, basés sur les principes d'un bon test unitaire, c'est plus facile d'appliquer les principes en arrière du test-driven development et ces choses-là. Mais il faut que je me... Tu sais, travailler en test-driven development dans du legacy pur et dur, puis d'arriver sur mon clavier, puis de sauter le tête première dans ce contexte-là, impossible. Je vais arriver à avoir des tests, ça va me prendre 1 heure, 1h30, 2 heures, une journée complète, écrire un seul test, parce que mon système est trop complexe, trop gros en tant que tel pour arriver avec cet aspect-là. Fait qu'il faut que j'introduise ces pratiques-là dans des petits éléments. Puis pour ça, il faut sortir tranquillement, étendre, enlever la rigidité, enlever les places où que je ne peux pas faire ces techniques-là, puis les changer over time avec ça. Autre question? C'est bon? Super. Merci beaucoup, même si on n'a pas eu la démonstration de code. J'espère que vous avez appris. Puis n'hésitez pas à aller voir la trousse qui était disponible avec les liens vers les repositories GitHub. Et je vais rester aussi disponible dans la conférence si vous avez des questions. Merci à tous d'avoir survécu à cette présentation bordélique. Et je vous souhaite un bon agile pour tout le monde. Antoine Lefrançois! Good job, Antoine. On ne se souviendra pas de tes problèmes techniques, mais du contenu très intéressant de ta conférence. Merci beaucoup de ta présence. On s'en va à la pause qui est un peu plus longue. Jusqu'à 11h15, notre prochaine conférence va commencer. D'ici là, profitez-en et n'oubliez pas de ramasser vos déchets, de les déposer dans les poubelles derrière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À tout à l'heure.